Notre invité, Maître Nicolas Kankonde-Souris, pourquoi cette affaire de Jean-Marc Kaboun vous fait sourire? Non, en fait, ça ne me fait pas sourire. Bon, ce n'est qu'une procédure qui est normale. Je crois qu'il a été invité au parquet général près de la Cour de cassation. Il a eu à répondre et le parquet général a dû suivre la procédure normale. À ce stade, au jour d'aujourd'hui, le parquet est dessaisi parce que l'affaire est pendante devant la Cour de cassation sur le RP 010. Et surtout que vous venez tout à l'heure de dire que l'affaire va passer le 5 du mois prochain. Est-ce qu'on peut être en résidence surveillée en prison? Parce qu'on est déjà en prison, donc on n'est plus en résidence surveillée. Oui, tout dépend de la procédure. Parce que lorsque le parquet général place quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, le parquet général a le devoir ou l'obligation de présenter ces dernières devant la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui doit, moi, apprécier le lieu où on peut placer quelqu'un en résidence surveillée. Mais vous avez dit tantôt, nous vous avons présenté tantôt comme coordonnateur national adjoint de l'Association congolaise pour la défense de la défense. Et d'ailleurs, en cette qualité que vous êtes invité à notre édition. Mais vous défendez aussi vos collègues avocats et évidemment les défenseurs judiciaires aussi, qui eux, entre guillemets, sont aussi avocats dans une certaine mesure ou pas? Oui, tel que vous venez de le dire là, la défense ASDD est une association qui a pour objectif de défendre les avocats en détresse. Et depuis un certain temps, nous avons eu à remarquer que les avocats sont laissés à leur triste sort. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'un avocat est arrêté au niveau du parquet ou au niveau de la police, nous venons pour en savoir de plus et soit voir si la procédure a été respectée et on assiste nos confrères surtout. Donc, c'est vraiment limité. Vous substituez au travail du barreau, parce que ça, c'est un travail qui est propre au barreau de chaque ressort, non? Oui, il est certes vrai que c'est un travail qui revient à nos honorés confrères, mais il n'est pas interdit à un confrère d'aller assister son confrère qui est en détresse. C'est ainsi, avant que les bâtonniers du confrère qui est en détention arrive, ou l'un des membres du conseil de l'ordre de ce dernier arrive, nous, en tant qu'association des avocats, nous allons directement pour assister notre confrère. Il n'est pas interdit. Et vous allez remarquer que depuis un certain temps, les avocats sont arrêtés comme des petits messieurs devant la police, devant les parquets. Donc, or, même le parquet, pour arrêter un avocat, il faut que le procureur informe au préalable les bâtonniers. Et ça ne se passe plus. Est-ce que, selon vous, parce que en fait, nous vous recevons pour parler de la procédure de la détention préventive, mais on en profite pour avoir un peu plus d'informations sur votre ASBEL, parce que c'est une ASBEL assez particulière. Les avocats eux-mêmes ne dévaluent pas leur propre profession. C'est pour ça que justement, la conséquence de ça est qu'ils sont traités, comme vous le dites, comme des animaux. Par leur comportement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes des clients, des justiciables sur le comportement de leurs propres avocats. Il y en a, on ne dit pas en général, mais ceux qui se compromettent réellement. Est-ce que ces cas-là, vous les traitez aussi en amont ou alors vous prenez votre temps pour étudier les cas avant de venir assister? Nous prenons notre temps pour étudier les cas de nos différents confrères qui sont en détresse surtout. Quand vous parlez de la détresse, c'est-à-dire, je prends le cas d'un confrère qui est en détention au niveau du parquet, un confrère qui est un policier, l'arrête sans motif, nous arrivons pour en savoir de plus. C'est ça la détresse. C'est ça la détresse. Lui-même, il ne sait pas défendre ses droits. Non, il est difficile de se défendre parce que nous sommes des avocats. Mais lorsque j'ai un problème, quand je me défends moi-même, je peux faire ça avec tant de passion. Voilà pourquoi nous, ce confrère, nous venons pour assister les confrères. Donc nous sommes une association où il y a plus de 250 avocats. Dans le pays ou pour votre barreau? Dans tout le barreau, les 26 barreaux de la RDC, tant installés et d'autres qui ne sont pas encore installés. Donc c'est tous les avocats de nos différents barreaux qui sont membres dans cette association surtout. Donc voilà un peu. Donc on vient, lorsqu'un avocat a un problème, on vient l'assister pour voir un peu c'est quoi le problème. Et surtout que si la procédure n'est pas respectée, nous devons amener les magistrats à respecter la procédure. Et vous le faites en échange de quoi déjà? Bon,
En échange de rien, d'abord, ça c'est un. Du prodéo, sur le Oui. prodéo. D'abord, quand on vient défendre un confrère, on n'a pas besoin de demander quelque chose. C'est au nom de la confraternité que nous venons assister nos différents confrères. Voilà un peu ce que nous faisons. Vous le dites avec beaucoup de sourire, maître. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être contredit? On n'aura pas quelqu'un qui viendra ici sur le plateau de Justicia confirmer que vous avez demandé des honoraires sur ce travail d'aide aux avocats qui sont en détresse? Je peux vous affirmer, et d'ailleurs, on m'appelle l'avocat des avocats. L'avocat qui défend le confrère. C'est ça notre mission. Et il n'y aura aucun confrère. Si un confrère passe dans cette émission, vous dites que non, oh non, il avait un problème et les avocats de la défense ADD de venir le défendre et ils nous avaient payé les honoraires. Je ne pense pas. Maître Nicolas Kankonde Kamba, au-delà de ça, vous venez nous parler, discuter ou parler avec l'équipe de justice. Il y a des conditions de placement, des détentions préventives en droit, des procédures faites selon la procédure congolaise. Qu'est-ce que vous particulièrement vous reprochez à cette procédure congolaise en ce qui concerne la procédure de détention préventive? Ok, merci madame pour cette question. Oui, il est certes vrai que notre constitution est claire, spécialement son article 17 qui dit la détention n'est qu'une exception. Le principe, c'est la liberté. Et l'article 28 du Code de procédure pénale est clair. Quelle a été la volonté du législateur dans cette matière? Et lorsque un magistrat, après avoir instruit en charge et en décharge, il estime qu'il faut placer l'inculpé en détention préventive, l'article 28 donne certaines conditions à respecter. Et parlons de la détention préventive, et il y a deux phases. La première phase, c'est dans la préjudicielle, et le second, c'est lorsque le dossier est déjà pendant devant le juge, c'est-à-dire phase juridictionnelle. Et base légale encore, c'est l'article 27, c'est-à-dire lorsque une personne est placée sous mandat d'arrêt provisoire. Le magistrat du parquet a l'obligation de présenter l'inculpé dans un délai de 5 jours en chambre de conseil devant le juge de la détention, qui est le juge du tribunal de paix. Et ces derniers, étant juge de la détention, doit vérifier si la détention est-elle régulière ou pas. Alors, pendant la présentation, le magistrat vient avec des pièces de détention pour démontrer au juge, tout en sollicitant une ordonnance de la détention préventive, qui a une durée de 15 jours. On peut lui accorder cette ordonnance, comme on ne peut pas aussi lui accorder. C'est ainsi, le juge en chambre du conseil pose toujours la question à l'inculpé. Vous avez entendu ce que le magistrat dit, quelle est votre réaction? Oh non, moi je suis innocent, et les faits par lesquels l'a mis dans ma charge, je ne suis pas innocent. Il peut demander sa mise en liberté provisoire en chambre du conseil. Et les juges peuvent aussi lui accorder. Dès que les juges lui accordent, là directement, nous allons faire les applications de l'article 32, moyennant caution. Parce que la caution que l'inculpé paye, c'est moyennant aussi certaines conditions qu'il doit aussi respecter. Mais si jamais le juge confirmait la détention préventive de l'inculpé, là, l'inculpé a le devoir ou l'obligation d'aller en appel contre cette ordonnance. L'appel en question, c'est devant le juge des tribunaux de grande instance qui va examiner, soit confirmer ou infirmer l'ordonnance du premier juge. S'il infirme, donc, l'inculpé va bénéficier de cette liberté provisoire. Mais s'il confirme, l'inculpé va rester en détention préventive. Mais si le juge d'appel acquitte ou ordonne la liberté provisoire, le ministère public ne peut pas aller en appel. De même, devant le juge de détention, c'est-à-dire le juge de paix, quand le juge de paix accorde aussi la liberté provisoire, ça c'est un principe dans tous les parquets de Kinshasa ou de la RDC, le ministère public est censé aller en appel contre cette ordonnance pour bloquer le juge de la détention
dans cette procédure. Vous avez parlé de la loi, de ce que dit la loi, mais en réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup d'ONG, notamment peut-être votre ONG aussi, mais beaucoup d'ONG commencent quand même à mener des plaidoyers un peu corsés pour essayer de voir une nouvelle approche de cette détention préventive qui n'est qu'une détention avant un jugement. Mais tout ce qu'on observe avant n'est pas vraiment la réalité par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé du délai de détention, vous avez parlé de tout ça. Qu'est-ce qui peut être la cause du non-respect dans certaines juridictions de cette procédure qui est tout à fait illégale? La procédure en soi... Est-ce que ce n'est pas les avocats qui n'arrivent pas à bien défendre les intérêts de leurs clients, ou bien la méconnaissance seulement de la procédure par tous? Ce qui est sûr est que, vous le savez peut-être que le parquet, c'est une voie qui amène tout droit vers la prison. Vous voyez, les magistrats qui ont un dossier, ils instruisent en charge et en décharge. Nous accompagnons nos clients au parquet tout en assistant ces dernières. Mais s'il y a des fois des questions techniques, on peut faire voir au magistrat. Mais le magistrat peut placer quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire à 12 heures juste, demain ou à 17 heures, vous introduisez une requête tout en demandant la liberté provisoire de votre client. Le procureur met ses annotations et le magistrat de tête dossier va faire son rapport. Là, le magistrat doit faire l'application de l'article 33 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de présenter l'inculpé en chambre du conseil. Mais ce qui est sûr est que, des fois, beaucoup de gens ignorent cette procédure. La détention préventive, ce n'est pas la fin des choses ou de la chose. Ce sont des mesures qu'on prend. Et à quel moment... Quand vous dites que ce n'est pas la fin d'une chose, c'est-à-dire que vous voulez relativiser alors qu'on assiste à un réel problème de gestion de risque dans cette procédure de détention préventive. C'est-à-dire que le magistrat du parquet ne prend pas en compte la gravité même de la situation et même la pertinence et l'urgence dans cette détention préventive. Il y a des justiciables qui peuvent rester au-delà même du délai requis avant de passer en chambre de conseil. Merci, madame. Il est certes vrai, certains magistrats aussi, lorsqu'ils placent des gens sous mandat d'arrêt provisoire, ils ne suivent pas. Parce qu'il y a un secrétaire dans chaque parquet chargé de la détention. Si la détention devient irrégulière, c'est une porte qu'on donne à l'inculpé. Il peut facilement demander la main levée de la détention, soit en chambre du conseil, tout en forçant le parquet de lui présenter encore en chambre du conseil. Pour dire qu'à ce stade, la détention telle que prévue des 5 jours étant largement dépassée. Il y a des jurisprudences dans cette matière qui fait que le juge, lorsqu'il voit qu'effectivement la détention est vraiment dépassée, il peut soit ordonner la main levée de la détention, soit lui accorder la liberté provisoire. Pourquoi? Parce que le juge n'a pas les dossiers physiques. Mais tout dépend de l'appréciation du juge. Et c'est ce pouvoir illimité qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus des personnes ou des justiciables, des prévenus en détention préventive que des condamnés. Bon, là, je suis dans la phase pré-juridictionnelle. Je ne suis pas encore entré dans la phase juridictionnelle surtout, du parquet. Vous voyez? C'est-à-dire, le juge en chambre du conseil a une mission spécifique, c'est le juge de la détention. Depuis m'avoir voir, est-ce que la détention est-elle régulière ou pas? Si la détention est régulière, donc, il peut ordonner une ordonnance ou ordonner l'ordonnance de la détention préventive qui a une durée de 15 jours. Et après 15 jours, parce que les magistrats d'habitude ont tendance à dire que non, il y a encore certains devoirs à faire, en vrai dire, et donc dès qu'il vous place au CPRK, il ne fait plus des devoirs qu'il faut quant à ça, soit il attend que vous puissiez passer pour susciter encore la liberté provisoire. Après 15 jours, il a encore l'obligation de présenter l'inculpé en chambre du conseil. Cette fois-ci, l'ordonnance, ça sera plus de 15 jours, c'est de 30 jours.
D'accord, maître. Mais vous avez dit tantôt que la liberté, c'est ça la règle. La détention est une exception. Oui. Mais on constate dans la réalité qu'il y a un flux d'entrée incroyable des détenus, des prévenus en détention préventive. Je dis bien que ceux qui sont déjà condamnés après un jugement qui fixe déjà leur peine, alors qu'on voit en droit comparé au Canada et même en France, c'est pas la même chose. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce goût d'envoyer directement les prévenus en détention préventive? Est-ce une question de célérité? Vous êtes activiste des droits de l'homme. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ça? Oui, madame. Il est certes vrai que dans d'autres sites, comme je viens de dire, il y a les maisons d'arrêt et il y a aussi la prison. Mais ici à Kinshasa, on n'a pas de maison d'arrêt. Le parquet n'a pas assez d'espace pour placer les inculpés, ce que vous appelez détenus là. C'est ainsi, une fois placé quelqu'un sous map, compte tenu de l'espace, le parquet a toujours jugé bon d'envoyer les gens où? À la prison centrale de Makala. Mais là, il faut comprendre qu'il y a 3 types de détenus. Nous avons des condamnés, il y a des prévenus et les inculpés. Vous voyez, c'est par manque de maisons de détention et maisons d'arrêt que le parquet envoie des fois les gens à la prison centrale de Makala. Donc voilà un peu. Est-ce que les conditions de respect des droits de l'homme sont respectées? Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait un tour à la prison centrale de Makala, au CPRK, pour voir dans quelles conditions se trouvent tous les détenus, les 3 types? Il est difficile de répondre à une telle question. Et en tant qu'avocat, je fais... Vous êtes reçu comme activiste des droits de l'homme, donc oui, madame, on fait la part des choses, oui, même si c'est... Voilà, il est difficile pour répondre à une telle question. Mais si c'est une question qui vous gêne, ça veut dire qu'il y a une réalité. Bon, en fait, ça dépend d'une personne à une autre surtout. Ce qui est sûr, je m'ai suivi sur RFI ce matin, les gens parlaient autour de conditions incarcérales de la prison centrale de Makala. Il y a des confrères qui ont parlé ce matin à la RFI, je le suis aussi. Ce qui est sûr est que nous savons, la prison date. Mais le nombre de détenus qui sont là, ce n'est pas le nombre qu'il faut qu'on devait avoir à la prison de Makala. C'est ainsi, je vous ai dit, là, il y a 3 types de détenus. Il y a des condamnés, nous avons des prévenus, c'est-à-dire les gens, ils sont en détention, mais leurs affaires est pendante devant le cour et tribunaux. Il y a des inculpés, c'est-à-dire les gens dont le dossier traîne encore dans nos différents parquets. C'est ce qui fait qu'on puisse avoir beaucoup de gens à la prison centrale de Makala. C'est un peu ça. Donc il y a toujours moyen de justifier cela. Est-ce que la loi prévoit une procédure pour un prévenu qui a par exemple fait plus de jours et qui, parce que son dossier a été traité en retard, et ensuite ce prévenu qui devient maintenant inculpé et condamné, est-ce qu'il y a moyen de récupérer les jours en plus passés en détention préventive, ou la loi reste muette par rapport à ça pour l'instant? Non, la loi ne reste pas muette. On veut dire, je prends le cas de la police. Un OPJ vous arrête aujourd'hui. Donc le jour où vous êtes arrêté, ça commence à compter. Supposons qu'après OPJ, l'OPJ envoie le dossier au niveau du parquet. Le parquet fixe le dossier devant le tribunal et les juges vous condamnent, supposons, à 6 mois. Donc on va commencer à compter les jours où vous avez été arrêté. Et dès que vous allez... Déjà dans la phase juridictionnelle. Tout est compté. DEA, date d'arrestation. Vous pouvez dans les différents phares de DEA, RMP, date de l'instruction. Il y a des mentions qu'on met dans les phares pour signifier. Mais parce que vous parlez du prévenu, le prévenu qui est en détention, à la première audience, il peut toujours faire cette même gymnastique. Là, c'est l'article 45 du Code de procédure pénale, dans son 2e alinéa, qui veut à ce qu'un prévenu en détention puisse introduire une requête sollicitant sa mise en liberté provisoire. Et dès que le juge constate que le prévenu a introduit la requête, le juge, après avoir statué, il va suspendre l'audience ordinaire pour convoquer l'audience en chambre du conseil. Là, la partie civile va
comment dirais-je, sera écartée et on va rester qu'avec le prévenu, avec le ministère public et l'avocat du prévenu. Et là, les avocats vont motiver leurs requêtes. Mais le juge peut aussi accorder la liberté provisoire de ces prévenus-là. Mais si le juge accorde la liberté provisoire aux prévenus, là, il fait l'application de l'article 45, 32 du Code de procédure pénale, parce que c'est moyennant toujours une caution. Vous voyez? Mais une caution qui est encore une matière à débat aujourd'hui. Hein. Bon, moi, je ça se marchande comme. Moi, je parle de la caution, et la caution comprend cause de ce qui est écrit dans l'ordonnance. C'est en Zaïre. C'est toujours en franc congolais, parce qu'il y aura une note de perception quant à ça, et c'est bas de cette note-là que on fait. Mais la loi prévoit une caution en Zaïre, l'équivalent en Zaïre, mais on n'a pas encore actualisé au fait ce montant, donc le code n'a pas encore été révisé par rapport à ces articles-là. Bon, la caution dépend d'une personne à une autre. Ça dépend de l'appréciation du magistrat ou du tribunal. Parce que la caution, c'est comme la garantie, non? Supposons que vous payez la caution et que le juge, à la fin, il vous quitte. Et vous avez l'obligation d'aller récupérer votre caution. La caution est en principe remboursable. Oui. Est-ce qu'il y a eu des justiciables qui ont été remboursés? Moi, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Ça dépend d'un avocat à un autre. Mais beaucoup laissent. Pourquoi? Parce que son client est déjà en liberté. Même pour faire une lettre, parce qu'on doit quand même suivre le dossier, non? À la fin, il faut écrire au procureur. La suite réservée dans le dossier RMP 16 tel numéro. Les magistrats vont vous répondre. Si non, les faits ont été classés sans suite, pour les faits bénins d'office, vous récupérez votre caution. Vous avez déjà récupéré? Oui. Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec les justiciables qui estiment qu'il faudrait carrément des séances de remise à niveau, peut-être chaque 3 mois, pour les avocats et même les magistrats, surtout les magistrats du parquet? Oui, je suis d'accord avec... Est-ce que cela va régler les problèmes de l'administration de la justice qu'il y a à Kinshasa, en RDC en général? Oui, madame, parce que d'ailleurs, il y a une école de formation des magistrats. Qui fonctionne? Qui fonctionne déjà. De la mise à niveau des magistrats. Et dans d'autres parquets ou dans d'autres cours et tribunaux, il y a des conférences, des plénières. Tout dépend de la politique que le chef du parquet amène auprès de ses collaborateurs magistrats. S'il met la rigueur, vous allez voir que beaucoup de gens parlent non, là il y a du sérieux. Mais quand le chef du parquet ne tient pas compte du dossier, on lui présente un dossier, non, on propose MAP, mais sans pourtant lire le dossier. Il dit OK. Peut-être pour des faits bénins, peut-être pour des faits civils. Et des fois, les magistrats induisent leur chef en erreur. Il y a un terme qui est très utilisé dans les couloirs des parquets. Souvent, le dossier est vide. Ça veut dire quoi? On entend souvent les deux parties dire ce dossier-là est vide. Vide de quoi? Ou vidé de quoi? Oui, lorsqu'on dit que le dossier est vide, c'est-à-dire les faits infractionnels ne sont pas établis à charge de l'inculpé. C'est un dossier vide. C'est ça, vide. Comme, donc, la plupart des dossiers politiques constatés. Vous avez failli dire oui. Mais répondez. Bon, quand on dit le dossier est vide, c'est-à-dire l'infraction n'est pas établie. Parce que là, d'ailleurs, quand le magistrat instruit le dossier, il instruit en charge et en décharge. Il peut décharger l'inculpé. Parce que pour qu'une infraction soit établie, il va falloir réunir tous les éléments constitutifs de la dite infraction. Et même pour fixer les dossiers, dans d'autres cieux, quand un magistrat fixe le dossier avec prévenu en détention et qu'on acquitte le prévenu, le magistrat doit être poursuivi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas bien fait son travail. Voilà pourquoi des fois, il y a, partant du principe, la plume est serve, la parole est libre. Il peut donner la position du parquet, mais à fin de compte, il donne sa position. En tant que juriste, parce que pendant l'instruction, parce que le juge pénal, c'est un juge actif. Il peut faire certains devoirs que le magistrat n'a pas fait. Mais le magistrat peut comprendre que, ici, j'avais commis une grosse bêtise. Il comprend qu'effectivement, la façon dont on a instruit le dossier, il n'y a rien.
il donne d'abord la position du parquet par rapport à la requête aux fins de fixation. Et en fin de compte, il donne maintenant sa position comme étant juriste assermenté. Voilà, madame. Pour tout justiciable acquitté, est-ce que nécessairement il faut faire une prise à partie contre les magistrats qu'il a mis en détention ou qu'il a fait condamner? C'est une procédure aussi, mais vu qu'ici en République démocratique du Congo, la procédure n'est pas très utilisée, exploitée par les justiciables, justement à cause des avocats. Elle est vraiment en application. Lorsque vous allez à la Cour de cassation, chaque vendredi, il y a des dossiers pareils contre le magistrat et un attend. On va terminer, maître. La dernière question est celle de savoir un peu votre regard, un peu critique, un regard général sur le fonctionnement de la justice. Qu'allez-vous dire à ce sujet? En RDC, on reste sur un champ un peu plus précis. Oui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il faut former encore les magistrats, les faire voir qu'ils sont payés par l'État congolais. Lorsqu'ils demandent quelque chose, il faut que cela va directement à la caisse de l'État. Donc, je crois avec le nouveau procureur général, ils pourront voir comment encadrer encore certains magistrats. Donc, il y a beaucoup à faire dans notre justice. Ça, je vous le dis. Maître Nicolas Kankonde Kamba, je vous remercie pour votre intervention. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Matete, coordonnateur, mais aussi coordonnateur national adjoint de l'Association congolaise pour la défense de la défense. La défense, oui. Et merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci madame, et j'en profite pour souhaiter un très bon début de week-end et à tous ceux qui vont nous suivre. Merci maître. Merci madame.